Merci à tous d'être présents à ce café Vision Visio ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on fait ce café Visio. Donc c'est un lieu d'échange, un lieu de partage et un besoin donc de dynamique dans cette période. Alors aujourd'hui, oui, il est un peu pas particulier parce que on est tous personnellement touchés par la période et personnellement et professionnellement. Et le secteur du numérique ne fait pas exception à la règle, malgré le fait que l'image du numérique, on le voit aujourd'hui, on est tous en télétravail, on propose des outils numériques, donc de vision, de réseaux sociaux, d'e-commerce. Mais beaucoup d'acteurs donc, sont aussi touchés en région. Et c'est ce qu'on voulait montrer au travers de cette enquête, c'est l'étendue de l'impact économique de notre secteur d'activité, de notre filière. Et Digital 113, on s'est mobilisé avec la Direct pour faire cette enquête. Alors, elle va évoluer dans le temps, hein, comme tu le diras certainement donc Amélie tout à l'heure. Mais Digital 113, on est quand même bien placé pour arriver à avoir cette vision complète et transversale du numérique parce qu'on couvre l'ensemble du territoire occitan. On a différentes tailles d'entreprises, plus ou moins grandes, différentes maturités aussi d'entreprises du numérique, qui sont des jeunes, des startups, des plus anciennes, qui sont éditeurs depuis de nombreuses années, et différentes typologies aussi de services numériques et qui adressent différents secteurs, donc que ce soit des secteurs d'activité ou des secteurs géographiques. Donc ce panel-là, il est représentatif de notre économie et il était important d'avoir cette vision, cet observatoire où on en est, quel est l'impact pour arriver à derrière nous en tant que cluster et donner des préconisations, donner des orientations, accompagner les entreprises à rebondir lorsque la crise, lorsqu'on sortira le plus rapidement possible de cette crise. Donc voilà, c'était un peu l'introduction dessus. Je te laisse maintenant un petit, je crois qu'il y a Simon, si tu veux dire un mot aussi, peut-être. Oui, bonjour à toutes et à tous. Juste pour compléter un peu ce que dit Emmanuel, c'est qu'effectivement, on a pu avoir le sentiment à un moment donné que le secteur numérique, parce qu'il avait une forte capacité à utiliser les outils numériques, à télétravailler au sens déport du travail au domicile, on a peut-être un peu oublié que pour télétravailler, il fallait aussi du travail. Et donc, c'était important, très rapidement, on s'est rendu compte que beaucoup de gens se retrouvaient à l'arrêt, notamment sur les fonctions commerciales, mais pas que. Et donc de créer cet observatoire. Et on peut remercier Alice et la Direct de nous avoir soutenus dans cette démarche. Peut-être rappeler, et Amélie rentrera dans les chiffres après derrière, c'est que le numérique est une industrie de services principalement. Et très rapidement, on l'a vu notamment avec nos confrères du Syntec numérique ici en région, l'impact s'est fait ressentir très très vite sur toutes les activités de sous-traitance et qui vont être fortement et très probablement durablement impactées. On a la chance d'avoir un moteur ici avec Airbus, mais qui aujourd'hui se révèle effectivement être dans une situation assez compliquée. On peut citer aussi Air France, qui était un donneur d'ordre important pour la région. Et on le voit que sur notre territoire, cette filière mobilité très important, elle va se répercuter sur notre secteur économique de manière assez forte, et notamment sur tous les entreprises de services qui existent et sont très présentes, bien sûr un peu plus sur le côté ouest de la région, mais présentes sur tout le territoire, bien évidemment. Donc voilà, juste sans vouloir être trop alarmiste, mais néanmoins un peu réaliste, la filière numérique, c'est une filière un peu comme les autres, on souffre de cette crise. Toutes les entreprises du numérique, et Emmanuel l'a redit, dont un grand nombre sont des entreprises jeunes qui sont plutôt sur des axes de croissance. La croissance, il ne vous aura pas échappé qu'elle est à l'arrêt pour à peu près tout le monde. Et je tiens à le dire de manière assez transsectorielle, puisqu'il y a Amélie le reprécisera en chiffres, mais beaucoup de gens font des efforts de solidarité aujourd'hui, c'est attendu évidemment, mais c'est un peu sur les entreprises.
Donc voilà, je pense qu'on va rentrer un peu plus dans les chiffres avec Amélie, mais c'est quelques mots pour rappeler le contexte important dans lequel on est, l'impact finalement de l'ensemble des secteurs économiques sur notre propre économie et notre économie en tant que telle qui est elle aussi à l'arrêt comme tous les autres secteurs bien évidemment. Amélie, je te laisse la parole. Ouais, merci Emmanuel, merci Simon. J'en profite également pour remercier les représentants du monde de la presse et du monde des institutions qu'on a contactées très tard hier soir. Donc vous avez été réactifs, je vois que vous êtes là ce matin, c'est très bien parce qu'il est important qu'on casse quelques idées reçues sur cette filière qui, comme l'ont dit Simon et Emmanuel, oui, on est habitué à utiliser des outils numériques. C'est pas pour autant qu'on tire notre épingle du jeu et il est vraiment très important que cette image ne dure pas parce qu'on le verra, la crise elle touche fortement les entreprises du numérique et elle pourrait les toucher plus longuement que les autres secteurs d'activité qui eux pourraient reprendre assez rapidement dès la sortie de confinement. Ce sera certainement pas le cas de la filière, il faut qu'on le dise. Et donc, on va vous expliquer un petit peu pourquoi. Je remercie aussi donc Alice, tu as été citée tout à l'heure, Alice Vilco, j'ai vu que tu étais là. Donc Alice, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle travaille à la Directe et c'est suite à nos échanges qu'on a lancé cette enquête. Alors là, on va vous présenter les résultats sur un panel de 54 répondants. Alors on va commencer par présenter le panel pour que vous voyez la diversité à la fois de taille, mais également d'activité des entreprises, qui nous permet de dire que c'est représentatif. Alors, Alice expliquera aussi la démarche de l'État, le souhait d'un baromètre, etc. Tout à l'heure. Mais ce qu'on peut dire, c'est que quand on a ajouté des entreprises au panel, les proportions de chiffres n'ont pas changé. Voilà. Alors effectivement, là, on va vous présenter un panel global sur une vision de l'ensemble de la filière numérique. De façon individuelle, il y a des variations. Il y a des entreprises qui sont très fortement touchées, voire vraiment à l'arrêt. Il y en a qui sont moins touchées que d'autres, forcément. Certaines qui vont peut-être passer une année correcte, pas une année de croissance. Aucune entreprise ne sera en croissance. Mais voilà, donc là, on vous présente un panel global qui pourra être affiné par la suite. Donc, normalement, si je fais ça, vous voyez l'écran. C'est bon? Oui. Oui, allez, super, on démarre. On démarre, sauf que je n'y arrive pas. Pourquoi je n'y arrive pas? Attendez, donnez-moi une petite seconde. Alors, attendez, je vais le faire autrement. Écran 2, ok. Version, partager l'écran. Voilà, ça y est, ça va démarrer. Super. Bon, alors là, l'introduction, on vient de la faire, donc je vais passer dessus. Quand même, le point très important, c'est que cette image qu'on vous donne, elle est arrêtée à fin mars, début avril, et elle va changer, elle va bouger dans le temps. Donc, ce qu'on est en train de vous dire est valable là, et peut-être déjà la semaine prochaine, ce ne sera plus les mêmes données. Donc, l'image globale, elle ne va pas changer fortement. Par contre, les données chiffrées vont changer fortement. Donc, sur le panel des répondants, on a donc dans ces réponses 54 entreprises. Je souligne également qu'on n'a pas que des adhérents Digital 113, on a aussi des entreprises adhérentes au Syntec numérique qui sont venues du coup compléter la représentativité du panel avec des entreprises de services numériques de plus grande taille qui sont présentes pas seulement en Occitanie, mais avec une présence très importante sur le territoire. Voilà. C'est assez représentatif du secteur du numérique en Occitanie. Alors, quand on voit 50% d'éditeurs de logiciels, dans les éditeurs de logiciels, on va avoir toutes les tailles d'entreprises. On va avoir ce que certains appellent des startups également. On va avoir aussi beaucoup d'entreprises de services numériques et des entreprises de systèmes et réseaux. Voilà, ça, c'est assez représentatif de ce qu'est la filière numérique en région. Et puis sur les tailles d'entreprise, par contre, on est plus effectivement sur la représentativité du cluster. Il faut savoir que dans la filière en Occitanie, c'est plutôt 80% d'entreprises de moins de 10 salariés. Là, on voit qu'on a vraiment un focus plutôt PME, parce que c'est aussi davantage le cœur de cible du cluster. Sur la localisation, on a beaucoup d'entreprises de l'ouest de la région, parce que c'est sur cette partie-là qu'on a démarré l'enquête à la demande de la Directe. Mais on a également des entreprises de l'est de la région, et le constat ne se dément pas. Hein, les constats se regroupent très fortement. Voilà, ça c'était pour vous présenter les panels. Alors, on va attaquer sur les critères. On va vous présenter la synthèse en 10 points. N'hésitez pas à poser des questions. Alors, je vois qu'il y a déjà peut-être une question dans la conversation. Non, voilà. Donc, la première question
qu'on posait, et donc en suivant le questionnaire de la directe, c'était est-ce que votre production est impactée? Donc la production, ça va être tout ce qui va permettre de produire la richesse de l'entreprise. Et donc, ce qui est important de constater, c'est que dès fin mars, c'est-à-dire après 15 jours de confinement, plus de 94% des entreprises du numérique annonçaient qu'elles avaient une production perturbée, et pour 47% d'entre elles, qu'elle était très perturbée, voire à l'arrêt. Il y a très très peu, moins de 6% d'entreprises qui ont déclaré une activité de production normale. Ceci dit, toutes celles qui ont déclaré une activité de production normale ont quand même reconnu que, et on va le voir par la suite, que la dimension commerciale, elle, par contre, elle était massivement à l'arrêt. Et c'est le point 2, ce sont les motifs de perturbation. Alors, ne soyez pas surpris, ne cherchez pas à faire un total à 100%, parce que ce ne sera pas possible, puisque les entreprises pouvaient déposer plusieurs réponses pour les motifs de perturbation. Parce que certains clients ont annulé des commandes de façon ferme, même des commandes qui étaient validées ont été annulées a posteriori. Certaines ont confirmé des commandes, mais avec un décalage de réalisation, ce qui générera forcément un décalage de chiffre d'affaires pour les entreprises. 61% des entreprises ont cité que le new biz était à l'arrêt. Ça ne veut pas forcément dire que toutes ont répondu sur ce critère-là, mais en tout cas, pour la grande majorité des entreprises, il n'y a aucun nouveau business qui rentre. Et comme pour certaines, le business model basé sur la croissance, il est basé exclusivement sur le new biz, elles savent qu'elles n'auront donc forcément aucune croissance. La note positive, c'est qu'il y a à peu près à moins d'un tiers et 28% d'entreprises qui disposent d'une activité récurrente, parmi les entreprises qui ont répondu. Activité récurrente qui, entre guillemets, peut sauver leur année. Sauver, ça veut dire qu'elles ne feront pas de croissance, mais là où peut-être elles ont une croissance de 30%, bon, elles auront une croissance à zéro. Elles vont sauver les effectifs en cours. On a quelques entreprises qui ont noté une augmentation temporaire de l'activité, très temporaire, mais qui n'a donné lieu à aucune facturation, soit parce qu'elles estimaient que ça faisait partie de leur mission auprès de leurs clients, soit pour des questions de solidarité. C'est le cas, par exemple, de l'entreprise de système et réseau qui a déployé très rapidement des VPN pour permettre le télétravail chez ses clients, mais qui n'a pas facturé, ou des entreprises de logiciels. Daniel, tu en citais une tout à l'heure, qui a mis à disposition gracieusement des logiciels de communication pour les hôpitaux, pour que les services de réanimation puissent communiquer avec les familles des proches. Ces entreprises-là ne feront pas de chiffre d'affaires sur ces opérations-là. Voilà, donc les rares augmentations d'activité ont été vraiment, comme je dis, temporaires et non génératrices de richesse. Sur la partie chiffre d'affaires, donc c'est une estimation sur l'année 2020. Alors c'est une estimation qui n'est pas scientifique, c'est ce qu'on a demandé aux entreprises à la volée de se positionner par rapport à ce que vous voyez aujourd'hui. Quelle perte de chiffre d'affaires vous pouvez estimer pour 2020? Donc certaines étaient en train de faire le travail pour avoir une vision plus précise. C'est pour ça qu'on a mis des critères à grosse maille, mais il est quand même assez frappant de savoir qu'à fin mars, il y a déjà 52% des répondants qui prévoient une perte de chiffre d'affaires supérieure à 20%. Et parmi ceux-là, il y en a quand même qui savent que leur perte de chiffre d'affaires sera supérieure à 60%. Et là, je vous parle de ça, c'était il y a déjà une semaine. Donc, on sait que si on refait la même enquête dans les 15 jours qui viennent, les chiffres pourront être beaucoup plus importants. Typiquement, effectivement, je me permets de commenter, c'est un chiffre aujourd'hui qui est une estimation qui est plutôt jugée raisonnable par les chefs d'entreprise à date de l'enquête, donc plutôt début avril. Il est clair que selon les annonces qui auront lieu demain soir, et si le confinement devait durer encore plusieurs mois, l'impact serait largement plus important. Notamment, encore une fois, pour la région et pour ces secteurs phares qui sont eux aussi durablement impactés. Ce que je n'ai pas dit, c'est que cette enquête, elle a d'abord été administrée par téléphone. C'est-à-dire qu'on faisait des entretiens d'une demi-heure à peu près avec chaque entreprise. Donc derrière, on a extrait comme ça des critères très précis. Mais les éléments d'appréciation qu'on peut vous donner à l'oral, ils viennent de ces entretiens. Et oui, on a déjà certaines entreprises qui craignent de devoir fermer leurs portes et de ne plus être présentes au mois de septembre. On parlera après de certains secteurs d'activité. Alors, justement, parfait, transition géniale. Le point 4, on a proposé aux entreprises de préciser quels sont pour elles les secteurs d'activité les plus perturbés. Alors, il faut quand même noter qu'il y a 47% qui n'ont cité aucun secteur en particulier parce qu'en fait, ils peuvent intervenir sur tous les secteurs d'activité possibles. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas face à des difficultés dans ces secteurs-là,
ça veut dire qu'ils n'en ont pas noté un en particulier. Pour les entreprises qui se sont exprimées, et notamment si on voit que notre panel, il comporte beaucoup d'entreprises de l'ouest de la région, c'est forcément tout ce qui est industrie métallurgie, c'est l'aéronautique notamment, très fortement, l'industrie automobile. Et puis, sans trop de surprise non plus, juste après, la partie transport et logistique. On sait que tout ce qui touche au transport, notamment au transport aérien, est massivement à l'arrêt. Vous savez tous que l'aéroport d'Orly a fermé, complètement fermé. L'aéroport de Toulouse est en chômage partiel. Et ça, voilà, on sait que le transport ferroviaire est aussi massivement arrêté. Je crois qu'il y a moins de 15% du trafic SNCF qui est maintenu. Donc, on sait aussi que donc il y a des annulations de commandes. Alors, pour ne pas les citer, mais comme ça se sait, on peut le dire. Safran, par exemple, a annulé toutes les commandes, même les commandes qui étaient validées. Airbus maintient certaines commandes et sur certaines ne sait pas s'engager, ne sait pas donner de visibilité aux clients. Donc, on verra après aussi que certaines entreprises sont sans aucune nouvelle de leurs clients, ne savent pas du tout ce qui va se passer. On peut noter également que pour les entreprises qui travaillent sur les collectivités et pour les services publics, mais également pour le monde de la santé, du sanitaire et social, peut-être qu'il pourrait y avoir du travail, sauf que pour les mesures de confinement, pour les mesures de santé, il est strictement impossible de se rendre dans les hôpitaux, de se rendre dans les maisons de retraite pour pouvoir déployer du matériel, installer du matériel. Donc là, forcément, chômage technique obligatoire. Donc, ça ne veut pas dire que ces projets-là ne pourront pas repartir après, mais la durée de la crise étant incertaine, et on sait très bien que sur ces publics-là, elle va durer plus longtemps, ces projets-là ne reprendront pas de sitôt. Donc, il y a un impact fort là-dessus. Il y a un point de vigilance sur deux secteurs d'activité. Le premier, c'est l'éducation-formation, où c'est massivement à l'arrêt aujourd'hui. Les entreprises qui travaillent avec ce secteur-là craignent clairement de fermer, craignent la destruction massive des petits organismes de formation. Je pense qu'il n'y a que les très gros organismes de formation avec pignon sur rue qui réussissent à tirer leur épingle du jeu. Donc, cela craignent énormément. On a beau parler de formation à distance, aujourd'hui, tout le monde ne sait pas faire de la formation à distance et le public n'est pas massivement capable d'accepter d'accueillir de la formation à distance. Ce sont des modalités qui peuvent être vraiment différentes. Et donc, ce secteur-là n'a pas encore repris. Et alors, éducation, forcément, c'est tout ce que l'école est pour l'instant à l'arrêt. École, université, on a tous entendu les déclarations sur le bac, sur les BTS, c'était hier soir. Donc, il y a un impact très très fort sur le secteur éducation-formation. Et puis, sur un autre secteur qui pourrait vous surprendre, c'est le e-commerce. Le e-commerce ne tire pas du tout son épingle du jeu, à part peut-être les énormes plateformes type Amazon. Mais il y a beaucoup de petits e-commerçants qui pourraient être très impactés. Certains ont déjà fermé, certains ont déjà mis la clé sous la porte. Alors, on entend marginalement certains sites qui réouvrent, mais c'est extrêmement marginal. On a quelques adhérents qui travaillent dans le e-commerce, dont une grosse PME qui représente 60% du commerce, 30% des marchés des e-commerçants. Eux, ils ont moins 60% de chiffre d'affaires, là tout de suite, déjà. Donc, ils ont des craintes sur ce commerce-là. Et puis, on est une région également où il y a beaucoup de tourisme, d'hôtellerie-restauration. Là, tout est totalement à l'arrêt, forcément, avec les mesures de confinement. Ce qu'on a entendu hier soir également du ministre du Transport n'est pas forcément de nature à rassurer ce secteur-là, puisque ce ministre a dit qu'il était préférable de ne pas encore planifier ses vacances d'été. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Donc, toutes les entreprises qui travaillent dans ce secteur-là aujourd'hui, c'est chiffre d'affaires égal 0. C'est même certainement de l'argent qui n'a pas rentré. Et j'associe à ce secteur-là le secteur du loisir. Voilà, pour une image globale. Est-ce que les entreprises qui sont là, vous avez aussi des commentaires, vous avez des témoignages à apporter? Pas spécialement? Oui, juste moi, je voulais vous dire, oui, moi, je suis formatrice, effectivement. Pour le moment, toutes mes missions sont arrêtées. Elles seront reportées. On a reporté à fin mai, mais sans aucune certitude. Et j'ai juste 2 missions qui ont pu se faire à distance. Mais comme vous dites, ce n'est pas évident d'adapter le public, même si nous, on est prêt à le faire, même si, je dirais, on a les moyens et on arrive à le faire. Ce n'est pas évident pour le public de s'adapter à ce type de fonctionnement.
Oui, tu parlais des secteurs qui ne sont pas forcément évidents. Un secteur qui a été identifié par le Syntec numérique notamment, c'est tous les secteurs des contrats sous secret défense qui nécessitent des présences physiques dans des locaux particuliers et qui sont, voilà, qui sont évidemment nécessaires pour beaucoup à notre activité et néanmoins très difficilement exécutables aujourd'hui. C'est un exemple de secteur, voilà, dont on se dit qu'ils ne devraient pas être impactés, qui pourtant le sont très directement. D'autres témoignages peut-être selon, je sais pas, sur d'autres filières ou pour les entreprises qui, elles, sont multifilières? Sinon, je continue. Oui, moi, sur les ESN qui ont l'habitude de travailler chez les clients, il y a effectivement un sujet. Soit elles ont l'habitude de travailler chez les clients parce qu'effectivement, c'est sous forme de plateau en équipe. Et dès qu'on démantèle le plateau, ça devient compliqué. Et puis, il y a des ESN qui travaillent sur des bancs de tests, par exemple. Et les bancs de tests sont, par définition, pas bougeables. Voilà. Après, je ferai une remarque sur l'e-commerce, puisque j'accompagne une boîte que tu connais dans l'e-commerce. Tout l'e-commerce alimentaire se porte bien par la force des choses. Voilà, c'était juste une petite remarque sur l'e-commerce. Oui, c'est vrai que sur e-commerce, j'aurais pu préciser que c'était tout ce qui touchait à de la billetterie en ligne, le commerce de l'habillement, etc. On utilise massivement du pyjama. C'était une blague. C'était une blague. Non, mais effectivement, ce qui avait été cité, c'est effectivement pas le e-commerce alimentaire, où là, on est bien d'accord que c'est peut-être un secteur qui pourrait tirer son épingle du jeu. Et encore, je reste très précautionneuse dans mes paroles parce que je ne connais pas assez et que je connais les idées reçues qu'il y a sur la filière du numérique. Je ne voudrais pas véhiculer, moi, d'idées reçues sur d'autres filières. Sur l'e-commerce, je peux parler, là, Olivier Luce, Rakuten, effectivement, même s'il y a eu des augmentations très significatives du nombre de commandes, le chiffre d'affaires est quand même difficile à maintenir parce que délivrer les commandes est difficile en termes logistiques. Et puis surtout, le e-commerce est quand même assez dépendant de la filiale venant d'Asie. Et donc, comme il n'y a plus de transport venant d'Asie, il n'y a plus de produits et donc plus de produits livrables. Donc, le e-commerce est toutefois impacté sur certains types d'activités. Merci Olivier. J'en profite, Olivier, tu as fait la bonne pratique de te présenter avant de prendre la parole. Je vous propose, quand vous prenez la parole, d'abord de vous présenter avant, puisqu'effectivement, certains nous rejoignent par téléphone, n'ont pas les vignettes et ne savent pas qui parle. Et puis, comme on est assez nombreux là, on n'a pas forcément toutes les vignettes à l'écran, donc on ne sait pas forcément qui prend la parole. Bien, je vous propose et on pourra continuer de toutes les façons les échanges au fur et à mesure. Donc, le point suivant, c'était, on a posé aussi la question aux entreprises de quelles étaient les fonctions de l'entreprise qui étaient impactées. Alors, sans surprise, la principale fonction pour 85% des répondants, c'est la fonction commerciale. La fonction commerciale, alors certains disent, de toute façon, ça sonne dans le vide, les commerciaux, on ne sait même plus quoi leur faire faire. Donc, vous imaginez que derrière, il y a recours à l'activité partielle de façon massive pour cette fonction-là. On a quand même quelques entreprises qui, elles, nous ont signalé, alors quand je dis quelques, ça se compterait sur les doigts d'une seule main, hein, qui nous ont signalé qu'elles arrivaient quand même à avoir de nouveaux projets ou en tout cas qu'elles maintenaient des négociations, même si elles savent qu'elles ne closeront pas forcément très vite. Donc, certaines arrivent quand même à avoir des contacts avec des clients, mais la grande majorité, newbies à zéro, arrêt des projets, voilà, les commerciaux sont principalement impactés. On a également la partie, forcément on est dans le numérique, donc conception, développement et test, cité par 35% des entreprises, donc c'est la deuxième fonction impactée. Et puis, tout ce qui est mise en service des projets, tout ce qui est équipement chez le client, avec sur la partie équipement, effectivement, il faut pouvoir aller chez le client, il faut pouvoir aller installer, mais il n'y a pas que ça en fait. Pour certains, c'est des équipements qui viennent d'Asie, de Chine. Les usines chinoises ayant été à l'arrêt, ils n'ont plus de matériel. Ils n'ont plus de matériel pour livrer leurs clients, même pour se livrer eux-mêmes parfois. Ils sont même allés chercher à la FNAC ou ailleurs pour essayer de dépanner. Ils n'ont pas trouvé non plus de matériel. Voilà, donc ça, c'est aussi des témoignages que j'ai pu avoir de quelques entreprises. Tout ce qui est direction de projet et formation des clients.
c'est parallèle avec ce qu'on a vu sur la partie activité formation. C'est également très impacté, chômage partiel, parce que les clients ne sont pas disponibles, les clients eux-mêmes sont en chômage partiel, ils ont annulé des cahiers des commandes, ils ne sont pas disponibles, donc ces choses-là ne peuvent pas se mettre en place. Quelques entreprises m'avaient signalé qu'elles allaient reporter leurs développeurs sur de la R&D, en espérant passer un peu le cap. Alors du coup, on a posé cette question-là de façon plus massive pour voir si d'autres entreprises avaient la même réaction. Il y a moins de 23% d'entreprises qui soit l'ont prévu, soit pourraient peut-être le prévoir. Et je dis c'est du potentiel de décaler la prod sur la R&D. Mais la crainte, le problème de la R&D pour eux, c'est qu'en fait, c'est bien de faire de la recherche, enfin de la R&D, mais si derrière, il n'y a pas de business, on ne peut pas le vendre. C'est presque peine perdue, quoi. Donc, c'est un petit peu la crainte des entreprises et le côté un peu frileux de se dire faire de la R&D, oui, mais si derrière, il ne se passe rien. Ensuite, on a aussi les fonctions transverses. Alors, pour l'instant, les fonctions RH, elles, sont plutôt sur le pont pour gérer les arrêts garde d'enfants, les maladies, puisque dans les entreprises, il y a aussi des gens atteints par le virus, pour gérer le chômage partiel, pour mettre en place de la formation. Il y a pas mal d'entreprises qui nous ont annoncé qu'elles essaieraient d'avoir recours à la formation pendant le chômage partiel. Encore faut-il pouvoir trouver la bonne formation à distance, qui soit dispensée d'une façon pertinente, sur les sujets pertinents pour les salariés. Par contre, tout ce qui est fonction communication, marketing sont clairement ralentis. J'ai une seule entreprise qui m'a cité qu'elle allait, entre guillemets, profiter de la situation pour mettre le paquet, pour travailler son plan marketing, ce qu'elle n'avait pas eu le temps de faire au préalable. Mais c'est vraiment la seule qui m'a parlé de ça. Et puis pour la partie, tout ce qui est fonction comptable et fonctions de gestion, certaines tournent, mais dans les entreprises où il n'y a plus de facturation du tout, il n'y a plus de flux, c'est vraiment très, très ralenti. Voilà pour l'image sur les différents métiers d'entreprise, entre guillemets. Encore une fois, c'est à grosse maille. Du coup, il nous semblait important donc il y avait deux informations qui étaient importantes d'évoquer. C'est le télétravail. Alors, on a pu entendre, je ne vous cache pas que parfois, ça a pu un petit peu, pour les gens de la filière, un peu nous hérisser, de dire, de toute façon, le numérique, ils peuvent tous télétravailler, donc tout va bien. Alors, ce n'est pas toujours possible de télétravailler dans la filière. On en a parlé, notamment pour, tirer de la fibre. En télétravail, c'est un peu compliqué. Faire une installation chez un client en télétravail, c'est un peu compliqué, voire absolument impossible, je dirais même. Donc, on n'a que 20% des entreprises qui ont déclaré que la totalité de leurs équipes peuvent actuellement télétravailler. Là-dessus, il faut voir qu'il y en a 22 qui ont dit que la nature de leur travail pourrait permettre du télétravail, mais qu'il n'y a pas d'activité. Et donc, il est très important de distinguer la nature du travail, les conditions de travail et la quantité d'activité. Avoir un ordinateur, mais ne rien pouvoir en faire, ça ne sert à rien. Il y a quand même aussi des entreprises pour lesquelles, et donc il y a 22% d'entreprises qui citent que pour certains de leurs salariés, la nature du travail ne permet pas le télétravail, parce qu'ils ont des astreintes, etc. Et c'est beaucoup le cas dans les systèmes et réseaux. Voilà pour cette partie-là. Donc, on voulait un petit peu tordre le cou à cette idée que, comme les entreprises du numérique sont dans le domaine de l'immatériel, le télétravail était totalement adapté pour la totalité de ces entreprises et la totalité de leurs salariés. Voilà, c'est une idée fausse. Ensuite, il y a un chiffre, moi, quand on l'a sorti de cette enquête, qui m'a frappée, très fortement frappée. C'est que sur nos répondants, plus de 48% des répondants avaient déjà déposé un dossier de chômage partiel à fin mars. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont déposé pour tous leurs salariés, mais ça veut dire que 48% de ces entreprises-là avaient, au 31 mars, déjà déposé un dossier de chômage partiel. Moi, quand j'entends à la radio qu'en France, c'est un tiers des entreprises qui ont déposé un dossier de chômage partiel, je me dis que cette filière est quand même peut-être plus touchée que ce qu'on a imaginé. Et le deuxième chiffre, c'est que sur les 52% qui n'avaient pas encore déposé de chômage partiel, à fin mars, début avril, elles nous disaient que si le confinement se prolongeait encore d'une quinzaine de jours, elles envisageraient le chômage partiel d'ici fin avril. On est en train de passer les 15 jours de confinement supplémentaire. Ça veut dire que potentiellement, à fin avril, on aura près de 80% des entreprises de la filière qui auront déposé un dossier de chômage partiel pour tout ou partie du personnel. C'est énorme, c'est énorme. Et j'en discutais hier avec le Syntec.
Et la certitude du Syntex, c'est que 100% des entreprises du numérique auront à déposer un dossier de chômage partiel dans les semaines à venir. Pour l'instant, certaines arrivent à temporiser parce qu'elles essaient de maintenir l'activité autant que possible. Elles temporisent avec la prise de CP et de RTT, mais la crainte, c'est que si ça continue d'ici le mois de mai, on ait presque 100% des entreprises qui soient amenées à déposer un dossier de chômage partiel pour toute ou partie du personnel. Et ça ne veut pas dire 100% de perte d'activité, ça peut être de la réduction d'activité, mais c'est un chiffre qui, pour moi, est énorme. En tout cas, par rapport à ce que j'entends sur l'ensemble des autres filières. Alors, je ne sais pas, Alice, est-ce que toi, tu as une vision sur les autres filières, sur l'Occitanie? Et ce qui semblerait, c'est que la filière numérique en Occitanie soit plus touchée que dans d'autres régions. Oui, bonjour Amélie, donc Alice Delco de la Direct. Je n'ai pas forcément d'infos sur les autres régions pour le moment. Enfin, je n'ai pas d'informations qui redescendent individuellement. Par contre, le constat que tu as fait sur la filière numérique, j'ai donc Système Embarqué qui le fait. J'ai même des constats assez similaires sur l'aéronautique où certains fournisseurs de rang 2, rang 3 se trouvent dans le même type de situation, puisqu'en fait, eux, leurs clients sont aussi à l'arrêt. Et donc, le constat, tous les constats que tu fasses, en fait, ils sont communs à énormément de filières malgré tout, qui montre d'une part que le numérique n'est pas préservé par ses capacités à télétravailler, comme tu le soulignais, mais qu'il y a une réflexion qui doit être menée au sein de chaque filière et aussi de manière collective sur les mesures qui doivent être prises pour aider les entreprises à passer ce cap-là, de manière éventuellement à mettre en place tout un panel de solutions qui couvrirait toutes les filières et qui permettrait du coup de relancer toute la chaîne. Le problème de faire des actions filière par filière, c'est aussi que si on agit sur le numérique, on ne va pas forcément agir sur les clients du numérique. Donc en fait, il faut qu'on agisse sur toutes les filières en même temps. Et au final, le constat que tu fais et qui est partagé par mes collègues qui suivent les autres filières nous confirme dans cette idée qu'on doit avoir une réflexion vraiment à l'échelle globale et à l'échelle nationale également. Pour nous, si l'échelle régionale doit permettre de remonter des réflexions, des propositions d'action, des problématiques, il y a aussi un enjeu de mener ce travail au niveau national et pas seulement régional, d'une part pour ne pas avoir une France à 13 vitesses, et ensuite parce que le numérique comme les autres filières sont liés aux autres régions. Enfin, c'est pas chacun chez soi, la crise s'arrête à la frontière de la région. Donc là-dessus, il y a aussi un travail qui est fait par le ministère et la DGE pour essayer de construire un plan d'action par rapport à ça. Par contre, je suis désolée, sur le numérique dans les autres régions, je n'ai pas… Ouais, bon, on essaiera d'avoir des infos. En fait. On reviendra sur les éléments que tu viens de partager, hein, sur la partie qu'est-ce qu'on peut faire en collectif. Effectivement, je pense qu'on partage tous ce point de vue, et surtout nous dans le numérique qui sommes à l'intersection avec toutes les autres filières, on ne peut pas regarder avec le petit bout de la lorgnette exclusivement, quoi. Ça n'aurait pas de sens. Alors, attends, j'ai refait une bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait pour poursuivre? Parce que j'ai encore 2-3 points à vous partager. Hop, si je fais ça, ça y est, j'ai retrouvé mon panneau de commande. On a deux, trois petits compléments. Premier complément d'information, donc là c'est vraiment du textuel, hein, parce que ça émane de nos échanges. On a des entreprises qui s'inquiètent pour leurs stagiaires, pour leurs alternants. Si on a certaines entreprises qui arrivent à les encadrer ou même qui ont réussi à faire entrer des stagiaires là maintenant, après le confinement, la grande majorité s'inquiète pour leurs stagiaires, leurs alternants pour 2 points. C'est que pour certains, notamment sur les plus faibles niveaux de qualification, alors faible dans le numérique, c'est du Bac+2, du Bac+3. C'est peut-être des gens qui ne sont pas encore autonomes sur leur mission. C'est un peu le principe d'un stagiaire et d'un alternant qui sont là pour apprendre un métier. Qu'il est difficile d'encadrer, donc il y a des problématiques de management. Ce sont des gens qui nécessitent un encadrement assez quotidien, assez proche, en proximité pour apprendre ce métier. Et là, avec la distance, c'est parfois assez compliqué. Donc certaines entreprises ont fait le choix de décaler les stages, puisque c'est des possibilités. D'autres entreprises ont fait le choix de mettre les apprentis ou les contrats de professionnalisation des plus bas niveaux, entre guillemets,
en chômage partiel, puisqu'ils n'étaient pas en capacité de leur donner du travail et de les accompagner de façon correcte, en sachant que ça n'a pas d'impact sur la formation, puisqu'ils peuvent suivre leur formation en chômage partiel. Et l'autre crainte de ces entreprises-là, c'est qu'il s'agit souvent de salariés jeunes qui sont isolés, qui ne sont pas forcément entourés, qui sont seuls dans des petits appartements. Et pour certains, ils craignent un peu entre guillemets, alors santé mentale, ça nous paraît être un terme un peu fort, mais c'est bien ce terme-là qui a été employé par certaines entreprises. Voilà, ils ont beaucoup d'inquiétudes sur la solitude de leurs collaborateurs et donc ils essaient de trouver des solutions pour mettre un peu de lien, tisser du lien. Alors on en parle dans plusieurs cafés visio, hein, du coup Emmanuel en animera un vendredi matin sur mettre un peu de fun dans l'entreprise. La période est morose, qu'est-ce qu'on fait pour mettre un peu de dynamisme dans tout ça? Voilà, donc ça c'était les deux aspects de ce complément-là. Je ne sais pas si d'autres entreprises ont des témoignages sur leur façon de gérer, entre guillemets, leurs alternants ou leurs stagiaires. Oui, donc Aurore Moser de Specialist Wanted, on en a parlé hier à Cap Omega. Beaucoup de développeurs, de stagiaires sont effectivement seuls à la maison. Ce que font beaucoup d'entreprises, c'est d'organiser des jeux en ligne entre collègues le soir après le travail. Et ça marche vraiment bien. Ça fait une semaine que les choses sont faites. Et c'est le truc le plus simple qui a été trouvé. Et ça aide vraiment les équipes. Merci Aurore. Je reprends la suite de l'enquête. Le deuxième point complémentaire qu'on voulait apporter, c'était parler de l'international. J'ai entendu des fausses idées, encore une fois. Alors, je n'ai pas entendu de façon massive, mais ça m'a tellement marqué qu'il me semblait important aussi qu'on puisse en parler. Qu'a priori, les entreprises du numérique, alors oui, les entreprises du numérique ont un business qui se prête bien à l'international, peut-être plus que d'autres business, avec peut-être moins de contraintes. Pour autant, il faut bien prendre en compte qu'on est dans une crise qui est mondiale. Et crise mondiale veut dire que ça impacte le business international des entreprises. Et alors, les premières qui l'ont subi, c'est les entreprises qui faisaient du business avec l'Asie. Très, très rapidement, toutes les commandes se sont arrêtées, même des grosses commandes, avec des craintes notamment. Donc, l'Asie, la Chine, surtout avec la fermeture des usines, etc. On a parlé tout à l'heure effectivement des personnes qui se fournissaient en matériel informatique en Chine. On a également des entreprises qui ont des grosses craintes sur l'Inde. D'une, parce qu'elles ont des équipes physiques sur place. Parce qu'il y a des gros contrats indiens qui sont arrêtés déjà depuis plusieurs semaines. Hein, ça n'a pas attendu ce qu'on est en train de se dire. Mais ils ont également très, très peur pour l'intégrité physique de leurs collaborateurs. Parce que dans certains pays, il n'y a pas la chance que nous, on a en France, en fait, ou en Europe au moins, d'avoir des systèmes de santé qui soient quand même robustes, malgré les difficultés qu'on connaît. On a des vrais systèmes de santé robustes. Il n'y a pas autant de pauvreté en France que dans ces pays-là. En Inde, on me disait qu'il y a 30% des gens qui vivent dans la rue. On est quand même sur des mégalopoles où le confinement est extrêmement compliqué. Donc, nos entreprises ont très peur et on a même des entreprises qui craignent pour la sécurité physique de leurs collaborateurs parce que nous, en France, on n'a pas de gens qui nous attendent avec des flingues à la sortie des supermarchés, mais il semblerait que dans certains pays, il y a des collaborateurs qui aient remonté ce type d'expérience. Voilà, donc ça fait partie des craintes que nous disent nos entreprises. Et puis, il faut parler des US. Beaucoup d'entreprises du numérique qui sont internationales font du business avec les US. Tout au début, quand ça a commencé en France, l'impact avec les US, enfin le business avec les US n'a pas été impacté. Et une semaine plus tard, arrêt total, ou quasiment, pour certains, pour ceux qui l'ont cité. On l'a vu effectivement, ça s'est déclaré un peu plus tard aux USA qu'en France. Et donc l'impact a été décalé en fait d'une semaine. Mais on sait qu'aux USA, il y a très très rapidement, il y a eu 3 millions de chômeurs, je crois, très très rapidement. Et puis là, on est en train de subir ces conséquences-là, pardon. Donc c'est vraiment tout un pan de l'activité qui est fortement ralenti sur la partie internationale. Et si on refait un focus sur la partie trafic aérien, effectivement, en plus, le trafic aérien étant, alors je ne vais pas dire à l'arrêt, mais presque, ça impacte aussi forcément le business international. Voilà. Et donc, j'ai voulu mettre ce verbatim parce j'ai eu plusieurs entreprises, dont certains qui sont connectés, qui ont parlé de crise cardiaque de l'économie.
Je trouve que ces phrases-là, elles sont fortes. Et donc, je voulais les partager avec vous. Sur la partie internationale, est-ce que quelqu'un veut apporter un témoignage? Vous pouvez aussi apporter un témoignage d'autres choses, hein, de dire, nous, au contraire, sur telle ou telle zone, on arrive encore à faire du business. Il peut y avoir aussi des petites lueurs d'espoir dans ce constat-là. Hein. C'est Olivier Rakuten. C'est un bon constat. Et d'autant plus qu'en Asie, même si la Chine a été touchée et sort de son confinement, d'autres pays comme l'Inde est rentré en confinement la semaine dernière. Et d'autres pays se mettent en confinement. Nous, c'est le Japon qui rentre en confinement depuis hier. Donc, effectivement, je pense que la crise en Asie va perdurer. Donc, ça va nous impacter aussi à l'international de façon forte. Merci Olivier. Un autre témoignage peut-être sur l'international? Bien, alors je reprends la suite de l'enquête, on arrive à la fin. Alice souhaitait aussi qu'on puisse remonter certains points de vigilance. Et alors là, je vous ai mis un petit peu tout en vrac, mais effectivement, donc, il y a des points de vigilance sur la trésorerie pour certaines entreprises. Il y a déjà une semaine, 10 jours, certaines me disaient, si ça continue, moi, dès fin avril, je vais avoir des vrais problèmes de trésorerie. Dès fin avril, on y est. Enfin, c'est dans 2 semaines, quoi. Et ce qui m'a surpris, moi, c'est que ce n'est pas seulement des très jeunes entreprises qui m'ont dit ça. Des entreprises qui ont déjà une dizaine d'années, qui sont établies, qui normalement fonctionnent bien, qui sont en croissance. Alors peut-être qu'elles ont fait des investissements, je n'ai pas toutes les modalités. Néanmoins, dès la fin du mois, elles auront des problèmes de trésorerie. Alors, il y a des dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement, par la région, par les collectivités, par BPI sur la trésorerie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des entreprises, et là, je parle des plus jeunes, qui, elles, ne peuvent pas accéder à ces dispositifs-là parce qu'elles n'ont pas un premier bilan, elles n'ont pas de point de comparaison. Et que pour certains dispositifs, il faut pouvoir comparer la perte de chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Voilà. Donc, il y a une crainte aussi sur ces jeunes entreprises qui sont créées depuis peu. Alors, peut-être que le constat, je crois que la French Tech sera un constat demain. Il sera intéressant de voir ce qui en sort selon l'âge de l'entreprise. Je ne sais pas si ce critère-là a été pris en compte. Mais voilà, il y a, je pense, une crainte sur ces entreprises-là. La crainte des entreprises aujourd'hui, et même celles qui pour l'instant vont bien, celles qui ont du business, même celles qui ont du business récurrent, la crainte c'est que demain les clients n'arrêtent de payer les factures. Alors il y a des clients qui n'auront pas les moyens de payer les factures, ça s'entend, mais la crainte de certains c'est que d'autres clients qui pourraient avoir les moyens de les payer, mais pour des questions de préservation de leurs propres finances, arrêtent de payer des factures qui normalement sont récurrentes et qui sont des abonnements, quoi. Donc ça, il y a beaucoup d'adhérents, enfin d'entreprises qui nous ont dit que pour l'instant, ça va, mais que si les clients se mettent à arrêter de payer les factures ou à suspendre les paiements, ça deviendra très compliqué. Autre point de crainte et qui a été dit à plusieurs reprises, c'est que les grands donneurs d'ordre arrêtent des programmes de R&D et ne les redémarrent pas. Et donc, ça fait partie aussi des points sur lesquels, des premiers constats, ou en tout cas des premiers points sur lesquels on aimerait attirer l'attention. Il faut poursuivre la R&D, il faut que les grands donneurs d'ordre continuent leur programme de R&D. Question qui est venue aussi très, très régulièrement. On a déposé un dossier de chômage partiel, mais on n'a pas de réponse. On ne sait pas si ça va passer. Et donc, pour les entreprises qui sont dans une forme de... Alors, je ne veux pas utiliser... j'allais dire détresse, ce n'est pas ce que je veux dire, mais qui, pour elles, n'ont vraiment plus de travail à donner à leurs collaborateurs, ne savent pas comment faire. Cette question de la réponse du dossier de chômage partiel est cruciale. Une autre crainte, c'était effectivement une mauvaise compréhension de la filière par les pouvoirs publics qui pouvaient laisser croire que cette filière était bien adaptée au tout à distance et qui ne prennent pas en compte la réalité des réactions en chaîne dans l'économie. J'espère qu'avec ce qu'on se dit ce matin, on arrive à le montrer justement et de dire que voilà, le numérique, c'est quand même une filière, comme l'a dit Simon, principalement du service, des fournisseurs, des prestataires. Quand une entreprise ne va pas bien, elle commence par réduire les dépenses externes. Et donc, elle commence par arrêter les contrats avec les entreprises numériques notamment, voilà, avant de commencer des réductions de personnel. Donc, ce n'est pas parce qu'on est dans une filière de l'immatériel où on pourrait probablement télétravailler
qu'on a du travail et on subit les réactions en chaîne de toutes les autres filières numériques, toutes les autres filières d'activité. Donc toujours un peu en vrac et autre sujet, les levées de fonds. Il y a des levées de fonds qui se sont arrêtées. Il y en a certaines qui ne démarreront pas parce que c'est pas du tout le bon moment. Alors je sais pas, je crois qu'on a peut-être des investisseurs parmi nous qui pourraient partager un point de vue. Je pense que les investisseurs peuvent aujourd'hui être très très frileux. Et puis à l'inverse, on a des entreprises qui craignent aussi la réaction de l'actionnaire, qui se disent pour l'instant ça va, mais d'ici cet été, on a un peu peur que l'actionnaire nous mette la pression et qu'on soit obligé d'entrer dans une phase de réduction de coûts. Et qui dit réduction de coûts dit risque de réduction aussi de personnel. Voilà. Donc ça, c'est des craintes. Et c'est le dernier point. Crainte de licenciement dans le courant de l'été si l'économie ne redémarre pas, du fait qu'il n'y ait plus du tout d'activité, mais peut-être aussi pour des questions de relations aux actionnaires. Et puis, dernier effet, et ça fait un petit peu partie de notre conclusion, c'est que la lenteur de la reprise impactera forcément la filière du numérique parce que l'effet sera prolongé. Comme on l'a dit tout à l'heure, les entreprises des autres filières, elles ne vont pas se ruer sur les solutions numériques dès qu'elles vont sortir de la crise. Elles vont d'abord essayer de remettre en route leur business, essayer de se remettre à flot avant de pouvoir recommencer à relancer des projets de déploiement, etc. Alors, ça sera certainement disparate, mais là, moi, je suis là pour vous faire un constat global. Voilà, donc ça faisait partie de nos éléments de conclusion. Donc, filière numérique, comme elle interagit de façon transversale avec tous les autres secteurs d'activité, elle en subit toutes les perturbations. Ce n'est pas homogène sur l'ensemble des entreprises, mais néanmoins sur l'ensemble de la filière, elle subit tous ces coûts-là. C'est une activité qui se prête bien aux activités internationales qui est très fortement perturbée, et Olivier Abuis l'a reconfirmé. L'impact sur la filière a été immédiat et fort, et le problème, c'est qu'il risque de se prolonger plus longtemps que la sortie de déconfinement et la sortie de crise d'autres filières. Donc, tout dépendra, comme disent certains, tout dépendra du comportement des clients à la sortie de crise et des comportements sur les programmes de R&D, mais la crainte de la filière, c'est qu'elle ne reprenne pas aussi vite que les autres. Voilà pour la fin de la présentation. Donc, il nous reste quelques instants pour échanger, débattre, poser des questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Amélie, elle était vraiment, je pense, très utile et presque indispensable dans ces circonstances. Est-ce que nous aurons accès à ces documents? Elle est mise en ligne dès la fin du Café Visio, sur le site web de Digital 113. C'est parfait, merci. Merci Olivier. Et a été transmise à tous nos partenaires publics dès hier soir, effectivement, par souci de transparence sur la filière, partenaires qu'on peut en profiter pour remercier également, puisqu'ils ont tous quand même assez fortement marqué leur soutien pour la période à venir. Oui, c'est vrai qu'on a reçu des courriers de différents partenaires institutionnels, que ce soit la région, les collectivités ou l'État. On voit qu'il y a un vrai soutien, une vraie mobilisation. Et donc, puisque vous êtes là, en tout cas ceux qui sont là, on vous remercie au nom des entreprises et aussi au nom du cluster, parce que les associations aussi sont soutenues. Et donc, ça, c'est très important. Merci à vous. Je sais qu'on a des journalistes parmi nous. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ce qui s'est dit? Ah, j'ai une question sur le chat. Alors, disons, on a évoqué un bilan sur les trésoreries demain par la French Tech. Alors, je ne sais pas si c'est sur la trésorerie, mais la French Tech régionale, la French Tech Toulouse, pardon, a lancé, je crois, une enquête. Alors, je ne sais pas si, Alice, tu la connais, cette enquête. C'est une enquête très courte sur les entreprises, les startups en B2B. Et j'ai vu hier soir qu'il l'a présentée demain matin, donc, ou demain midi, je ne sais plus. Je ne sais pas exactement ce qui va être dit forcément. Donc, je ne sais pas si Alice, tu as un peu plus d'informations. Alors, ce n'est pas une enquête qui a été demandée par la Directe, c'est une initiative de la French Tech sur constat de problèmes remontés par certaines entreprises. Voilà. Moi, j'ai eu une première présentation lors du board de mardi, je crois, ou lundi. Voilà, ça remonte pas mal de situations par rapport à la rupture de contrat, à la abusive, à des situations de bons payeurs, de mauvais payeurs, à savoir est-ce que quand on a des clients à l'international ou en France ou en région, on a des relations qui sont plus faciles.
Enfin, voilà, c'est autour de tous ces sujets-là. Après, comme je le disais, comme je te le disais, on va mettre en place donc, ce baromètre sur la santé des entreprises de manière à suivre un panel d'entreprises. Donc, on va relancer les personnes qu'on a déjà sollicitées, que ce soit dans la filière numérique, mais aussi dans la santé, dans l'aéro, etc. Et les startups feront partie de ce suivi-là. Donc, si on met en place le baromètre, les startups seront comprises dedans. Après, oui, je vous invite à aller voir un peu ce qui ressort de cette étude. C'est intéressant quand même. Et puis, de toute manière, ça ne va pas s'arrêter là. Enfin, comme tu l'as dit, le Digital Central va continuer à questionner sur la santé de ses adhérents. Nous, on met en place le baromètre. La French Tech va aussi, je pense, continuer à questionner sur les relations clients-fournisseurs. En fait, comme certaines entreprises du numérique, beaucoup de startups sont aujourd'hui dans une situation très difficile, non pas parce que leur activité est arrêtée, mais parce que leurs clients de contrats abusifs, alors qu'il y a des aides qui sont mises à disposition par l'État, alors qu'il y a des dispositifs. Et ce qu'on craint, c'est en fait qu'un certain nombre d'entreprises se fassent de la trésorerie, demandent aux startups de faire des efforts qu'elles ne font pas. Et de la même manière que ça peut être des choses qui peuvent être demandées à des entreprises du numérique. C'est-à-dire que tout le monde essaye de se préserver une trésorerie. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place pour aider les entreprises. Il ne s'agit pas que les entreprises appuient sur la tête du voisin pour se sortir la tête de l'eau. Oui, c'est ça. J'ai une question sur le chat et du coup, je vais laisser les entreprises y répondre. Les entreprises font-elles appel aux autres dispositifs du plan d'urgence du gouvernement, fonds de solidarité, prêts garantis de l'État? Est-ce que les entrepreneurs qui sont ici peuvent témoigner de ce qu'ils font? Je peux peut-être répondre avec la casquette un peu plus start-up. Mon Bretin qui parle. Oui, pardon, Simon Bretin, donc Société Frutilente et vice-président de Digital 113. Donc effectivement, tous ces dispositifs existent. Comme l'a dit Amélie, c'est un baromètre qu'on va suivre parce qu'aujourd'hui, on a quand même une interrogation sur la capacité à suivre finalement ces jeunes entreprises dont on sait qu'elles ont des charges, notamment salariales, assez importantes, des chiffres d'affaires qui sont normalement en croissance. Là, pour le coup, à l'arrêt, je pense que ça a été bien présenté et bien compris. Et donc, on n'a pas aujourd'hui de retour précis et mesuré sur la capacité des jeunes entreprises, encore une fois, à les solliciter et bénéficier de ces aides. Évidemment qu'on est au courant, évidemment qu'on est en relais avec la directe, la région sur ces sujets-là, et que c'est un point sur lequel on sera très, très attentif parce qu'effectivement, vital. Je pense que, encore une fois, une entreprise qui a un business model de croissance, si son chiffre d'affaires s'arrête ou son activité s'arrête pendant 1, 2, 3, 4 mois, c'est autant de charges salariales derrière qu'il faut financer. Et je pense que ça a été rappelé par Alice. Il y a beaucoup de dispositifs qui existent, notamment sur les reports de charges et ainsi de suite. Et tout ça, effectivement, en tout cas, ces sujets-là sont bien évidemment appréhendés par les chefs d'entreprise et mis en œuvre très, très rapidement. Le chômage partiel étant la dernière vague, on va dire, qui est en train de se mettre en place, comme l'a justement précisé Amélie, comme on l'a vu dans le sondage. Un autre témoignage? Moi, je veux bien juste dire, Emmanuel Mouton, donc Sinox, donc on l'a mis en place, on a vu avec les banques qui ont été très, très réactives pour certaines, qui ont déjà dans les process, donc sur le côté report des échéances de prêts actuels. Donc ça c'est, ils le font de facto avec 6 mois donc de différé. Sur le PGE, donc le prêt garanti d'État, là-dessus, ils ont déjà aussi les procédures, donc ça se met en place. Et avec la BPI, on a vu entre le prêt qui s'appelle le prêt rebond, donc sur lequel on est en train de le mettre en place. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est en combien de temps, finalement, entre le moment où on a initié la démarche, le moment où on remplit le dossier et le moment où les fonds arrivent. Pour l'instant, c'est un peu pour l'inconnu. Je ne connais pas encore d'entreprises qui ont reçu déjà de la trésorerie sur ce plan-là. Quelqu'un d'autre peut-être
Il y a une question dans le chat sur les périodes d'essai. Donc, effectivement, on n'a pas parlé de rupture de période d'essai. Alors, si on en a parlé par téléphone avec les entreprises, il y a des comportements qui sont assez différents. Je pense que certaines entreprises, donc pour certaines grandes, ça s'est déjà su dans la presse, certaines ont mis de suite fin à des périodes d'essai pour essayer de préserver autant que possible l'entreprise, les salariés en place. D'autres ont confirmé toutes les embauches qui étaient finalisées, mais ont arrêté toutes les autres embauches qui n'étaient pas finalisées. L'avenir nous le dira. Enfin, c'est très compliqué à date de savoir ce qui va se passer en fonction de la date de sortie de crise, etc. Mais même ceux qui aujourd'hui ont un comportement plutôt de préservation des salariés et des emplois craignent que si ça perdure, d'ici l'été, on arrive sur des licenciements. Oui, et je pense que c'est effectivement quand on échange avec d'autres chefs d'entreprise, donc si on me retient de nouveau, en échangeant avec d'autres chefs d'entreprise, notamment au niveau du Syntec, on voit bien que l'heure n'est pas à l'embauche. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, les accents sont plutôt mis sur la préservation des emplois en place. Il est clair, et encore une fois, selon la durée de la crise, que l'entrée de nouvelles personnes, notamment tous les jeunes tous nos jeunes concitoyens qui vont sortir d'école ou sortir de formation, ça risque effectivement d'être un petit peu difficile en septembre parce qu'encore une fois, la priorité sera avant tout sur les collaborateurs existants et sur le maintien de l'emploi existant. Donc là-dessus, je pense que c'est encore un peu tôt pour se prononcer. On manque un peu de visibilité sur les mois à venir. Mais il y a quand même assez peu de doutes dans la tête des entreprises. Et si on sait que la filière numérique est un secteur qui est en tension en termes d'emploi, en termes de compétences. Encore une fois, on risque probablement d'avoir un petit coup d'arrêt. Néanmoins, il ne faut pas se leurrer non plus. L'économie va repartir à un moment donné, on ne sait pas trop quand, mais elle repartira et cette tension perdurera. Donc, cette tension, encore une fois, sur les ressources, oui, va perdurer. Et donc, il est important que les formations continuent et qu'on continue de former des jeunes pour nos métiers qui, demain, encore une fois, sont au cœur de notre activité économique. On voit aujourd'hui, sans numérique, on serait quand même un petit peu embêté. Et même s'il y a une phase un peu complexe à passer aujourd'hui, l'avenir sera certainement plus radieux. La seule question, c'est quand et quelles seront celles qui arriveront à passer le cap, comme tous les autres secteurs. Toute la question, c'est quelle est la durée de cette phase et certaines des entreprises voient que ce sera avant au moins 1 an et craignent, en tout cas, peut-être de façon transitoire, mais une augmentation forte du chômage sur les métiers du numérique. Oui, Magali Germont d'Axiodis. On fait chez nous absolument le même constat que Simon, c'est que tout ce qui va être rentré en termes de stages d'alternants, mais même de recrutement, en tout cas sur 2020, il va déjà falloir absorber ce qui est en train de se passer. Donc déjà, en effet, essayer de garder les effectifs existants. Mais alors, en termes d'emploi, pour l'instant, sur 2020, c'est assez pessimiste. Si vous avez des questions, vous pouvez activer votre micro ou poser la question par écrit dans le chat. En bas, le petit onglet « Converser ». Si vous n'avez pas de questions, il est 9h30. On va mettre fin au café visio. Une petite dernière question, ne soyez pas timide. Juste pour compléter, Emmanuel Autoron de Sinox à nouveau. Bien sûr, donc toutes ces constatations, on va travailler maintenant aussi avec les adhérents, avec nos partenaires sur justement les axes de reprise au niveau de l'emploi, au niveau économique, comment rebondir. Donc, ça va être un peu les prochaines étapes que l'on va travailler ensemble. On en fera part pour voir quels sont les axes sur lesquels on peut s'appuyer pour rebondir plus rapidement. Parce qu'il faut qu'on arrive aussi à montrer que l'agilité est au cœur donc, de l'activité numérique. On peut regarder une note aussi positive. Donc, ce qui était à l'arrêt maintenant doit repartir le plus rapidement possible. Et ça, c'est un des axes forts de travail maintenant, c'est de voir sur quel axe travailler pour rebondir. En termes, donc, est-ce que c'est de la R&D, du service, du SaaS, parce que force est de constater aussi que beaucoup d'entreprises
clientes ont pris conscience donc du numérique, du télétravail, de la nécessité d'avoir des outils. Et bien sûr, quand ils seront prêts, c'est à nous aussi d'anticiper ce côté-là, donc le numérique, de pouvoir répondre rapidement à leur attente pour mettre en place des nouveaux outils, pour mettre en place donc d'autres outils de télétravail, de pilotage à distance, etc. Donc ça, c'est les prochaines étapes qu'on va arriver à réaliser dans les prochaines semaines. Il y avait une question également, quand est-ce qu'est prévue la prochaine étude de Digital 113? Alors, sans forcément parler d'étude de Digital 113, peut-être Alice, tu peux dire un mot sur le baromètre dont tu parlais tout à l'heure? Oui, alors en fait, pour les besoins du préfet du ministre, pour les besoins des pouvoirs publics et de tout le monde, on a besoin donc de connaître la situation de la santé des entreprises, d'où cette première étude. On était parti sur du phoning et en fait, dans les faits, moi, j'étais partie pour mener ça toute seule, sauf que j'ai appelé Amélie qui m'a proposé l'aide du cluster et là, on a créé un truc où on a avancé à plusieurs. Il s'avère qu'il faut qu'on s'est bien rendu compte que les réponses qu'on avait étaient très… avec une durée de vie très courte puisque tout le monde nous répondait ça c'est la réponse qu'on vous fait maintenant, dans une semaine on aura probablement une réponse différente. À partir de là on s'est dit on ne peut pas laisser se satisfaire simplement d'une étude. Il faudrait qu'on arrive à faire un suivi de… Excusez-moi pour le bruit en fond. Qu'on arrive à faire un suivi des entreprises. Du coup, on essaye de voir avec Sarah Netter de la préfecture pour créer une plateforme qui nous permette de suivre en fait les entreprises du panel de manière à ce qu'elles puissent venir mettre à jour leurs informations toutes les semaines. Alors, un panel qu'on va probablement étendre, on va en discuter avec Digital 113 pour avoir quelque chose d'encore plus étendu. Là, je sais que donc avec le Tech, c'est un total de 50 et quelques entreprises. Donc, si on pouvait encore l'étendre, ça serait génial. Et après, on est en train d'essayer de trouver une solution technologique qui nous permette de… Je suis désolée. Qui nous permette de faire cette enquête-là et puis de consolider des résultats de manière un peu industrialisée. Parce que là, bon, c'est Amélie qui a fait tout le travail de synthèse. C'est assez énorme. Si on doit faire ça chaque semaine, bah, c'est juste pas rentable. Donc, non, mais tu passes un temps. Enfin, voilà, il faut enfin, je veux dire, il y a des outils aujourd'hui qui permettent d'automatiser ça. Il faut qu'on arrive à les mobiliser. Il y a notamment Guti qui avait pas mal travaillé avec la préfecture pour mettre en place un outil de suivi de production de masques et de gel hydroalcoolique qui a beaucoup plu à la préfecture. Alors, ils ont travaillé comme des fous pendant tout un week-end pour mettre à disposition gratuitement cet outil. Donc, en fait, on est un peu en train d'essayer de réfléchir à ce même fonctionnement-là avec une startup qui nous aide. Et en contrepartie, il y a de la com, il y a pas mal de visibilité. Et puis, ça concernerait toutes les filières parce que mon collègue de l'aéro m'a également signalé que lui était intéressé par ce type d'outil. Le système embarqué, c'est pareil. Pour la santé, c'est pareil. Donc, voilà. Donc, on va essayer de mettre en place ça le plus vite possible. Et puis, si vous êtes motivé pour nous partager, pour faire un point sur votre situation, n'hésitez pas. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, l'outil de… Les joies du direct. L'outil devrait permettre aussi de faire remonter des points d'alerte comme Amélie l'a signalé tout à l'heure, ce qui nous permettrait éventuellement de faire remonter des situations sensibles et ensuite de les adresser, d'y répondre en priorité, de rappeler les entreprises et de voir ce qui peut être fait pour essayer de faciliter la situation, de débloquer en tout cas. Parce qu'on se rend compte qu'on a des médiateurs bancaires, on a des médiateurs des entreprises, on a des CRP, on a plein de personnes, mais il faut savoir les mobiliser suffisamment tôt. Et si on nous remonte des points d'alerte, on peut d'abord, s'il y a 10 personnes qui nous remontent le point d'alerte, on peut vraiment le faire remonter auprès du préfet. Donc, ça a tout un intérêt. Voilà. Merci Alice. Si vous connaissez des bonnes volontés qui sont prêtes à nous construire ce truc-là, voilà, je suis toute ouïe. Vous pouvez passer par Digital 113 pour remonter les éléments à Alice. Hein. Sinon, je crois que c'est alice.vilco@direct.gouv.fr ou je ne sais pas trop quoi. Ouais, mais passez par Digital 113. Non, mais oui, sinon vous pouvez m'écrire à… Attends, je mets mon adresse dans les messages. Ouais.
Mais sinon, voilà, passez sur Digital Centraise, soit directement par moi, soit sur contact@digitalcentraise.fr. On se fera fort de toutes les façons de remonter à Alice ou à tous les partenaires du cluster des pouvoirs publics. Je vois notamment Olivier Dicicoval qui hausse la tête, Virgile de Toulouse Métropole également. Ah oui, et je voulais compléter, tu fais bien de le dire, cet outil-là, on le réfléchit parce qu'on a des besoins au sein de l'État qui sont urgents. Par contre, il faut, à mon avis, que ce soit aussi des objets de coordination et de collaboration avec tous les services publics, que ce soit la fonction publique d'État ou la fonction publique territoriale. Donc, moi, j'en ai parlé avec la préfecture et pour le moment, on n'a pas de problème à ce que cet outil il soit en accès d'administrateur à différents organismes de manière à ce que l'info soit la plus partagée possible. C'est juste qu'on s'est attelé à ce projet-là parce que nous, on a un besoin urgent. Mais ce n'est pas une question de primauté du dispositif ou de priorité sur les données qui vont en sortir. Voilà. Qui veut travailler avec nous est bienvenu, encore une fois. Je pense que dans cette période, c'est hyper important de se dire que c'est le collectif, c'est le collaboratif qui nous aidera à passer le cap tous ensemble. Et voilà, et moi je l'appelle aussi de mes voeux. Donc tout ce qu'on peut faire ensemble et toutes les bonnes idées, vos idées à vous, entreprises aussi, pour préparer la sortie de crise, tout ce qui peut être fait. Voilà, il va falloir inventer des nouvelles choses. Je pense qu'on n'a pas forcément les solutions, elles n'existent pas forcément encore. Il va falloir en inventer de nouvelles parce qu'on n'a jamais vécu ce qu'on est en train de vivre. Et donc, il va falloir être vraiment innovant. Je rejoins ce que dit Amélie, on l'a vu dans le collectif et dans la mise en place des cafés visio très rapidement qui a permis un échange entre personnes confinées, que ce soit chefs d'entreprise ou collaborateurs. Ça a vraiment porté ses fruits et tout le monde est extrêmement content, rassuré de voir ces événements-là. Pareil, dans le post-crise, on est en train de travailler à ces sujets-là. Et si vous avez des bonnes idées, être intéressés, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous connaissez nos coordonnées, et notamment celle d'Amélie qui fera le lien entre tout ça. Bien, je vous remercie tous. Demain, on parle de quel commerce maintenir en temps de crise. C'est pas facile. Ce sera animé par Catherine Thious qui dirige Machina Corpus et qui est administratrice du cluster. Et vendredi, c'est Emmanuel Mouton, donc notre président, qui animera le Café Visio sur comment mettre du fun dans l'entreprise dans cette période morose. Voilà, et tout le programme pour la semaine prochaine est déjà disponible en ligne. Et puis, l'enquête est en train d'être mise en ligne. Donc, si vous voulez in extenso les slides que vous avez vus ce matin, dans quelques instants, ils vont être mis à disposition. Merci à toutes et à tous. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Prenez soin de vous. Bon courage. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.